Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et enfin nous y sommes, la seconde partie de mon Iceberg South Park. Je vais faire vite sur l'intro parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vous conseille de regarder la première partie pour plus d'informations et pour voir ou revoir tout ce dont il était question. Je sais que vous l'avez beaucoup attendu cette vidéo, les circonstances ont fait que ça a été un peu plus compliqué que ce que j'imaginais, mais plus que tout, j'espère que cette suite de mon iceberg sera à la hauteur de vos attentes. Bon écoutez, je crois qu'il est enfin venu l'heure de replonger, alors bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de l'iceberg South Park, qui par rapport à la première sera plus sombre, plus longue, plus grande et pas coupée. On commence avec quelque chose de très simple mais qui n'est par contre pas vraiment connu. Les Cheesy Poofs, célèbres snacks préférés de Cartman, ont réellement existé. Bon, ça a évidemment été fait pour faire de la pub à la série, s'ajoutant aux nombreux autres produits dérivés de la licence. Comedy Central en aurait donc sorti en édition limitée au moins 2 fois, en 98 via leur site internet et en 2011 pour la Comic Con de San Diego, ainsi que pendant 2 semaines dans les magasins Walmart. En ce qui concerne le snack, c'est littéralement juste des Cheetos Puff avec un nouveau packaging, mais ça reste quand même assez marrant, surtout que c'est devenu tellement rare qu'un paquet encore scellé peut se vendre une vraie fortune. Les visiteurs sont les aliens qui sont venus sur Terre et ont implanté une sonde anale à Cartman dans le pilote de la série. A la base, une théorie circulait sur le fait qu'un visiteur serait caché dans chaque épisode, un peu à la manière de Pandaman dans les chapitres de One Piece pour ceux qui voient, mais tout comme pour Pandaman, la rumeur est en fait fausse, les animateurs s'en servant comme easter egg quand ils y pensent. Et d'ailleurs, il existe la même théorie pour les célébrités, comme quoi il y aurait une célébrité visible ou mentionnée dans chaque épisode, mais là encore, ce n'est pas vrai. La famille de Stan est au cœur de plusieurs interrogations depuis le début de la série. Partie à la base d'inconsistances scénaristiques, certaines théories sont même nées pour essayer d'expliquer ce qui semble être de simples incohérences. Tout a d'abord commencé avec Marvin, le grand-père, qui au début de la série a été désigné tour à tour comme étant le père de Randy, puis de Sharon. Bon, maintenant il est plutôt communément admis que c'est de Randy dont il est le géniteur, et d'ailleurs si on croise les différents âges qu'on nous donne dans la série, il aurait eu son fils à 60 ans tout pile. Reste également l'hypothèse que tout ce qui est montré dans la série soit vrai et qu'il n'y a pas d'incohérence, ce qui ferait donc de Randy et Sharon des demi-frères et demi-sœurs partageant le même père, et de Stan et Shelley les résultats d'un mariage consanguin. Après le problème c'est que la théorie a très peu d'arguments et qu'on peut tout simplement se dire que Sharon est si proche de son beau-père qu'elle le considère juste comme son propre père sans pour autant qu'il le soit réellement. Faut dire qu'il a quand même vécu chez eux pendant pas mal de temps. Mais le plus gros mystère qui entoure la famille, ce n'est pas Marvin, mais plutôt l'oncle Jimbo. Et je parle même pas de sa sexualité, puisque ça on en a déjà parlé dans la partie 1. Alors si je vous demande de qui Jimbo est-il le frère, vous allez sûrement me répondre Randy. Et bah ça a très longtemps été considéré comme étant le cas. Pour ça on se basait sur la relation presque fraternelle qu'ils entretenaient, ainsi que sur une interview de Matt Stone, où en 2005, à la question « Si Jimbo est le frère de Randy, pourquoi ont-ils des noms différents ?», le co-créateur avait répondu que c'était très probablement parce qu'ils étaient demi-frères d'un père différent. Oui, parce que son nom complet est Jimbo Kern, pas Marsh, et par ailleurs ça ne correspond pas non plus à Sharon qui a pour nom de jeune fille Kimble. Mais dans le Pandemic Special de la saison 24, surprise, on apprend en fait que Jimbo serait finalement le frère de Sharon, bien qu'il n'ait jamais vraiment eu d'interaction concrète avant cela. Enfin bref, c'est tout un bordel, mais pour faire court, la seule explication valide serait qu'il soit donc finalement le demi-frère de Sharon. En tout cas, cette famille a fait couler beaucoup d'encre chez les fans, et d'ailleurs au passage je le rappelle ici parce que peut-être que vous l'aviez oublié, mais les Marches font aussi partie d'une société secrète qui se donne pour mission de protéger le secret de Pâques depuis des générations, et de plus on nous dit dès la première saison que Marvin a tué son grand-père de ses propres mains quand il était petit. Comme quoi, c'est bien plus qu'une famille sans histoire. Dans la première partie de l'iceberg, on a parlé de 200 et 201, les deux épisodes les plus interdits de la série. Et bien figurez-vous qu'il existe une version non censurée de ces épisodes. Alors elles existent, mais là on revient dans les lost media, parce que pour les trouver, bon courage. Comme l'équipe de la série refusait d'écouter les revendications de la chaîne vis-à-vis de l'épisode qu'ils étaient en train de produire, 200 et 201 ont été réalisés sans aucune censure, et c'est la chaîne Comedy Central qui a modifié l'épisode avant de le diffuser. Il a donc bel et bien existé une version où Mahomet était visible et non caché par un rectangle noir, et où on n'avait pas de bips incessants à chaque occurrence de son nom dans 201. Il reste néanmoins un vestige de cette version qui est souvent réuploadé sur internet, et c'est le discours final de Kyle dans 201, audible lors de la première diffusion et apparemment dans les premiers DVD, avant d'être entièrement bipé par la suite. Mais que disait ce fameux discours alors? Sûrement quelque chose vis-à-vis du prophète de l'islam? Eh bien non, il expliquait tout simplement de manière assez lucide, vu tout ce qui allait se passer autour de cette diffusion, que le seul vrai pouvoir en ce bas monde est la menace par la violence. Si tout ce qui s'est passé dans et autour de ces épisodes nous a bien appris quelque chose, c'est que terroriser les gens fonctionne. The only true power is violence.
On continue sur 200 et 201 puisque ces épisodes ont justement valu des menaces de mort à Trey Parker et Matt Stone. Zachary Adam Chaser, aussi connu sous ce nom, je vais pas me risquer à mal le prononcer, en a envoyé plusieurs sur une période de 4 mois à la suite de l'épisode 200, évidemment à cause de la représentation, ou plutôt de la volonté de représenter le prophète de la religion musulmane. Il a notamment tweeté le lendemain de la diffusion de 200 qu'il souhaitait que les deux créateurs meurent et brûlent en enfer pour l'éternité pour avoir insulté Mahomet, Jésus et Moïse. Il a beau avoir plus tard dit qu'il fallait plutôt voir ça comme des avertissements, il a finalement été condamné à 25 ans de prison pour toutes ces menaces terroristes, puisque Parker et Stone étaient loin d'être les seuls à qui il avait envoyé ce genre de menaces. Chaser a notamment agi sous le collectif Revolution Muslim, créé en 2007 par Jesse Curtis Morton, aussi appelé Yunus Abdullah Muhammad, qui a lui aussi été jugé pour s'être servi de son site pour encourager à la violence envers les ennemis de l'islam, dont Parker et Stone. D'après le FBI, Morton aurait aidé Chaser et d'autres sympathisants à effrayer les créateurs en appelant à leur rendre visite et en donnant des détails sur là où ils vivaient. Tiger Woods 99 PGA Tour Golf est, comme son nom l'indique, un jeu vidéo de golf qui est sorti sur Windows et PlayStation en 1998. En soi, le jeu est tout à fait classique, mais les 100 000 premiers tirages de la version PlayStation contiennent un easter egg assez spécial. En cherchant dans les fichiers du jeu et en ouvrant un certain ZZ-demi.dat, cela lançait un enregistrement VHS de Jesus vs Santa, le pilote de la série était donc caché dans le jeu. Ce sera apparemment un employé d'Electronic Arts qui aurait caché ce fichier-là 4 jours avant la sortie du jeu, et ça n'a évidemment pas plu à l'éditeur qui a rappelé toutes ses copies du jeu, jugeant l'épisode répréhensible, et les versions suivantes ne comporteront plus jamais cet easter egg. Kick Ginger Day, littéralement la journée shoot un rouquin, fait référence à un mouvement qui a eu lieu aux États-Unis aux alentours de 2009 et qui, comme son nom l'indique, considérait le 20 novembre comme la journée nationale pour agresser les personnes rousses. Basé sur Les Rouquins, l'excellent épisode de la saison 9 qui parodiait notamment les préjugés raciaux, il y a bel et bien eu quelques incidents réels liés à cette journée dans certaines écoles spécifiquement, mais heureusement, le Kick Ginger Day n'aura vraisemblablement pas eu plus d'impact que ça. Si vous avez découvert la saison 20 après cette diffusion, elle a probablement dû vous sembler un peu étrange. Enfin, je dis ça, mais c'était le cas aussi pour ceux qui découvraient les épisodes hebdomadairement. En plus d'être la seule saison à être entièrement basée sur une intrigue linéaire en 10 épisodes, il faut savoir qu'elle a été réalisée pendant les élections présidentielles américaines de 2016, et que bien sûr, ces élections étaient au cœur du scénario. C'est pas la première fois qu'un épisode dépend d'une élection, mais là c'était carrément toute une saison. Le problème, c'est que les scénaristes avaient clairement pris un parti pris, en basant leur scénario sur le fait qu'Hillary Clinton allait gagner, et vous savez bien que c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Du coup, le 7ème épisode, The Very First Gentleman, qui devait être diffusé juste après les résultats, a été complètement réécrit et fut renommé Oh Jeez. Les résultats ont d'ailleurs largement influencé la suite de la série, relayant M. Garrison à une parodie de Donald Trump qu'il n'était censé garder que temporairement, et même si on ne sait pas ce qu'aurait pu donner la version originale du scénario si Clinton avait gagné, ce qui est sûr c'est que la saison aurait été beaucoup plus cohérente et la fin serait probablement beaucoup moins bâclée que ce qu'elle est maintenant. Monsieur Tock, la marionnette de Monsieur Garrison, fait tout comme Mitch Connor partie de ces personnages dont la conscience est volontairement laissée assez ambiguë en fonction des épisodes. Des fois ce n'est qu'un simple bout de tissu, certes un bout de tissu qui représente toutes les incertitudes d'un Garrison qui refoule son homosexualité, mais un bout de tissu quand même, et des fois, il est clairement vivant. Là où dans certains cas il paraît évident que c'est Garrison qui le manipule, il existe peu d'explications rationnelles pour ces révélations concernant le père de Cartman dans 200, que Garrison ne semblait pourtant pas vouloir révéler. On l'a déjà vu seul dans un sauna avec les yeux qui bougent sans personne pour le manipuler, il se bat contre McKay et gagne, se rend au rassemblement du KKK quand Garrison refuse de l'y emmener, et enfin il l'aide même lui et Chef à s'échapper de prison. Le questionnement à ce moment-là étant de savoir comment il a atteint les pédales plutôt que comment il a conduit une voiture. Bon allez, reparlons un peu de Saddam, mais avec ce coup-ci quelque chose d'un peu plus intéressant que la dernière fois. Une rumeur dirait que le dictateur irakien aurait été torturé par l'armée américaine lorsqu'il était emprisonné, mais pas n'importe quelle torture, puisqu'il aurait été forcé à regarder plusieurs fois South Park le film, dans lequel sa caricature essaie de conquérir la Terre depuis l'enfer tout en vivant une relation homosexuelle avec Satan. Il paraît aussi que des soldats auraient même remis une photo dédicacée de la main d'Hussein aux deux créateurs de la série. En réalité, je n'ai jamais trouvé de source vraiment crédible pour confirmer cette histoire, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est une anecdote qui tourne beaucoup dans la communauté. Le pairing romantique entre Twig et Craig a longtemps été très populaire parmi les fans de la série. Enfin, parmi les fans de la série qui shippaient les persos entre eux, quoi. Pour ce qui est de l'officialisation de leur relation, apparemment ce serait l'œuvre d'un certain Jason, un type qui travaillait sur l'Anal du Destin et qui en faisant des recherches pour le jeu est tombé sur plusieurs fanarts dépeignant une relation amoureuse entre Twig et Craig. Il les a alors montrés à Parker et Stone qui ont ensuite décidé de rendre le couple canon dans l'épisode Twig x Craig. Pour cet épisode d'ailleurs, South Park Studio a fait appel aux fans pour réaliser des fanarts yaoi sur les deux personnages et c'est donc ceux qui ont été sélectionnés
sélectionnés qu'on peut retrouver dans l'épisode. Et comme dernière anecdote sur le sujet, sachez qu'il y a dans l'Anel du Destin un item que l'on obtient en ayant ramassé tous les yaoi cachés dans la ville, et c'est rien d'autre qu'un Dakimakura, un body pillow en gros. L'artiste qui a réalisé l'illustration de Truc et Craig pour cet objet a fait en sorte que l'image ait la bonne taille pour un vrai Dakimakura, et pour le remercier, Ubisoft en a vraiment imprimé un, et le lui a offert. L'existence de l'amour sport a souvent créé des incompréhensions, la série revenant à plusieurs reprises sur sa nature. Il a d'abord été confirmé comme étant imaginaire dans Imagination Land, mais lorsqu'on le revoit dans la saison 22, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en est-il réellement ? Eh ben déjà, une théorie que j'ai émise dans une vidéo à l'époque était qu'il existerait deux amours sport, un premier bien réel et un fictif, la version fantasmée par Al Gore. Comme autre explication, il y a une théorie notamment abordée par Didi Chandouidoui dans son 5 théories sur South Park qui dit que le Man Bear Pig aurait pris vie suite aux événements de l'épisode Marjorine, quand les ADN d'un humain, en l'occurrence Butters, d'un ours et d'un porc, ont été réunis dans un ancien cimetière indien, la magie impie du lieu amenant à la naissance de ce démon hybride. La théorie est sympa, bien que très bancale pour ce qui est de la partie sur l'ADN d'ours, mais sachez qu'il existe une troisième explication quant à l'existence de l'amour sport, et que c'est carrément Trey Parker qui nous l'aura donné lors d'une des nombreuses interviews faites sur South Park Studio. Un internaute avait demandé ce qu'était devenu le Docteur Mephisto, puisqu'il n'était plus apparu dans la série depuis longtemps, et Trey répondit que celui-ci travaillait dur sur ses expériences en ajoutant « D'où vient l'amour sport à ton avis ?» Il pourrait donc avoir été créé dans le laboratoire génétique de Mephisto, mais bon, il lui manque quand même quelques culs pour réellement prendre cette idée au sérieux, ou alors ça voudrait dire que le docteur doit le considérer comme particulièrement raté. Puis finalement on apprendra de Satan que c'est en réalité un démon, même s'il semble logique que si les scénaristes ont décidé de le rendre réel, c'est surtout parce qu'il est une métaphore du réchauffement climatique, et qu'en 2018 c'était quand même plus trop possible de continuer à en parler comme une aberration sortie tout droit du cerveau d'un fou. Saviez-vous que Paris Hilton, la célébrité parodiée dans la saison 8, était à la base pensée pour être un boss dans le bâton de la vérité? D'ailleurs, concernant le jeu, j'ai pas voulu mettre tout le contenu inutilisé dans cet iceberg, j'en ferai peut-être une vidéo à part, mais par exemple, il y a pas mal de voix qui n'ont jamais été exploitées dans le jeu final, certains alliés en combat, comme Liane ou l'ours des animaux de la forêt, ou encore certains items comme le crâne de Pip. Celui-là, on sait pas à quoi il aurait servi, ni pourquoi il a été enlevé, mais le fait est que je trouve ça assez intriguant. Alors celui-là je l'ai appelé comme ça, mais en vérité c'est un peu mensonger. En réalité la série n'a pas beaucoup de rapport avec le groupe Metallica, sans compter leur apparence dans Rock Chrétien, mais en revanche ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que James Hetfield, le chanteur du groupe, a aidé dans la réalisation de la chanson Hell Isn't Good dans South Park le film. A la base il y avait un bruit qui courait comme quoi c'était le groupe entier qui avait participé, mais non, juste Hetfield. Ah, toujours un classique ce genre de théorie. La ville de South Park serait en réalité un purgatoire pour crétins. Pour redonner rapidement le contexte, le purgatoire peut être perçu comme un processus de purification de l'âme après la mort, ou on peut aussi voir le purgatoire plutôt comme le lieu où les âmes sont jugées pour aller au paradis ou en enfer. Cette théorie fait partie de celles qui tentent d'expliquer toutes les bizarreries de la série, en particulier le fait que tout le monde soit idiot, la temporalité variable, le fait qu'on croise régulièrement Satan et Jésus, ou encore les libertés prises par rapport à la réalité. Bon c'est bien gentil, mais pourquoi ce serait un purgatoire du coup? Eh bien ce serait un moyen de garder le paradis et l'enfer à l'abri des humains les plus stupides, ceux-ci continuant de vivre leur vie entre eux à South Park comme s'ils n'étaient pas morts, et le paradis se retrouvant seulement avec les hommes bons, intelligents et éduqués. On pourrait aussi voir la ville comme un entre-deux, où les habitants attendraient que Dieu les juge et décide d'où les envoyer. Ça peut même coller avec certaines morts dans la série en plus, par exemple Pip qui était profondément bon et peut-être mort car il a été envoyé au paradis, ou encore Chef qui a quitté la série lorsque son personnage est devenu un odieux pédophile lobotomisé, ce qui signifierait qu'à cet instant, les instances célestes ont décidé de l'envoyer en enfer. Après pour les enfants, on peut aussi penser que ce sont des anges envoyés ici pour observer les pires aspects de l'humanité. Bon, j'aime bien cette théorie, dans les faits ça marche pas trop pour un tas de raisons, par exemple on sait déjà comment marche le paradis et l'enfer dans l'univers de South Park, mais ça permet d'imaginer toutes sortes d'explications à des événements de la série, donc même s'il faut pas trop la prendre au sérieux, je trouve ça plus amusant qu'autre chose. White Tolkien, aussi appelé White Talk par les fans, au moins là il n'y a pas d'erreur possible, est un color swap de Tolkien qui n'a juste pas la même couleur de peau ni le thé jaune qui devrait être normalement sur son t-shirt. Personne ne sait d'où il vient ni qui c'est, mais il peut clairement être vu dans une promenade complètement folle avec Al Supergay et Monsieur Anki, le petit caca Noël. Et si je vous disais qu'on connaissait déjà la fin de South Park? Non, je parle pas des post-Covid, c'est sûr que maintenant ça marche plus trop, mais bien de Grounded Vindaloop ou réalité virtuelle en français. Cette théorie indiquerait que la fin de l'épisode est canon, à savoir que tout South Park n'était en fait qu'un jeu en réalité virtuelle. Bon, certes ça expliquerait toutes les incohérences ou encore les graphismes, mais c'est encore une fois une des théories les plus pétées qui entourent la série.
La Syndicated Intro fait référence à un générique spécial qui était utilisé pour les diffusions de la série sur d'autres chaînes que Comédie Centrale. C'était donc plutôt rare de la voir, en tout cas en France logiquement on l'a jamais eu, mais le truc c'est que pour moi c'est une des meilleures intros, avec un nombre ahurissant de références. D'ailleurs toujours concernant ces diffusions sur d'autres chaînes, on peut noter aussi qu'il y a eu pas mal de censure lors des diffusions, à coups de cartons qui décrivaient ce qui se passait, ce qui explique aussi pourquoi ça se faisait aussi rarement. Jerry Seinfeld, un célèbre humoriste américain, a un jour demandé à Parker et Stone au début de la diffusion de la série s'il pouvait y faire une voix. Sauf qu'à cette époque-là, les créateurs n'avaient pas vraiment la même vision que lui concernant le rôle d'un guest. En effet, ils lui ont proposé le rôle de la dinde numéro 2 dans Pascal Ladal, ce qu'il refusa, s'attendant à un meilleur rôle que ça. Choisir de grandes stars pour jouer des personnages claqués, c'est le genre de troll que Parker et Stone aimaient beaucoup faire, vu qu'ils ont notamment fait le coup avec George Clooney qui interprète les aboiements de Sparky, le chien gay de Stan dans la saison 1, ou encore avec Jay Leno, un autre grand humoriste qui aura sorti ses meilleurs miaulements pour jouer Kitty, le chat de Cartman dans La mère de Cartman est une folle du cul. Depuis on a déjà eu pas mal de meilleurs guests, dont certaines qui jouaient leur propre rôle, comme quoi tout le monde n'a pas eu la même chance. Cette entrée est là juste pour vous rappeler que Randy a des prothèses de couilles, les siennes ayant été retirées suite à son cancer. Voilà. On a tendance à l'oublier, mais non, pour le coup ce n'est pas une théorie. Monsieur Garrison a par le passé eu des comportements qui permettent assez clairement de le qualifier comme pédophile. Dans Cartman s'inscrit à la Nambla, on apprend qu'il se sert d'internet pour donner rendez-vous à deux jeunes garçons à des fins sexuelles. Heureusement, lorsqu'il rencontre Eric sous un pont, il se fait immédiatement emporter par le FBI, mais on ne sait pas jusqu'où il est déjà allé, et rien que le fait de penser qu'un professeur de CM1, de CE2 et même de maternelle puisse avoir ce genre d'inclination reste bien assez terrifiant pour rendre le personnage beaucoup moins sympathique. Il perd d'ailleurs ensuite son travail à l'école élémentaire pendant un temps, mais finira par revenir sans que ce sujet revienne vraiment sur la table. Ouais, c'est quand même glauque, mais ça me semble être le bon moment pour descendre encore plus profondément dans les dessous de l'iceberg. South Park est un endroit qui existe bel et bien dans le Colorado. C'est une petite ville du nom de Fairplay, ou South Park City, où on peut trouver quelques attractions touristiques et boutiques de souvenirs en rapport avec la série, mais globalement c'est une ville restaurée qui retrace l'histoire des Boomtown, ville minière des Rocheuses entre 1860 et 1900. Tout y est reconstitué comme à l'époque, que ce soit les commerces, l'école, le saloon, le cabinet du docteur, la gare, ce qui fait en tout 34 bâtiments authentiques. Le choix du nom de la série vient donc de cette ville fantôme du Colorado, où selon Parker et Stone il se serait déroulé de nombreux événements surnaturels, comme des apparitions d'ovnis, celles de Bigfoot, ou encore des mutilations de bétail. Kenny contrôle la continuité, c'est je pense de loin la théorie la plus populaire concernant l'explication de l'étrange temporalité de la série. Ça a été assez bien expliqué dans le 5 théories sur South Park, mais je vais essayer de rapidement résumer le délire. Déjà bien sûr, la série a une temporalité très élastique. Les enfants ne grandissent que de quelques années, n'ont changé de classe qu'une seule fois, alors qu'une dizaine de Noël passent et presque autant d'Halloween. Et bien tout ça pourrait être expliqué par Kenny. En effet, celui-ci fait partie des quelques êtres immortels de la série, comme Jésus, Satan, l'homme ours sport ou Cthulhu. C'est-à-dire qu'il peut se faire tuer, mais qu'il reviendra toujours, sauf si c'est un être immortel qui en est à l'origine. Kenny est d'ailleurs un peu particulier par rapport aux autres, puisque dans son cas, personne ne se souvient de ses multiples morts. Et justement, concernant ses pouvoirs, on sait grâce à Cartman s'inscrit à la Nambla et à la trilogie du Coon qu'à chaque mort, sa mère lui redonne naissance et le Kenny nouvellement né regagne et fait 9 ans en une nuit. S'il ne peut pas mourir sans l'intervention d'un autre immortel, c'est à cause de ses parents qui participaient aux réunions occultes des adorateurs de Cthulhu lorsque Carol était enceinte de lui. Cette théorie voudrait donc que tout s'expliquerait par le fait que Kenny fasse en fait partie des Eldritch Abomination, au même titre que Cthulhu dont il tient ses pouvoirs. Les Eldritch Abomination sont des créatures dépassant l'entendement humain et les règles naturelles de l'univers. Et pour la faire vraiment très courte, parce que c'est quand même un peu compliqué, Kenny de par cette nature d'être tout-puissant manipulerait le temps et l'espace pour rester jeune et avec ses amis à tout jamais. Enfin je dis à tout jamais mais ce serait plutôt jusqu'à ce qu'il se lasse, ou alors jusqu'à ce que Cthulhu arrête de lui accorder ses pouvoirs si l'on considère que c'est comme ça que ça marche. En tout cas cette théorie reste un bordel cosmique très Lovecraftien, et donc pour se reposer l'esprit, passons plutôt à quelque chose de beaucoup plus simple. Lors d'une FAQ, un internaute avait demandé au créateur si Stan et Wendy s'étaient déjà embrassés, et à ça, Trey a répondu qu'ils avaient même couché ensemble, mais qu'on ne l'avait juste pas vu. Matt continua en disant qu'il se souvient d'un épisode où Cartman, Kyle et Kenny étaient à l'arrêt de bus et où Stan et Wendy pouvaient brièvement être vus en train de faire l'amour derrière un arbre. C'est cependant très probablement juste une blague, Matt Stone terminant même en disant que ceux assez stupides pour aller vérifier méritent de perdre leur temps là-dessus, mais bon, qui sait,
Peut-être que cet arbre a un jour réellement existé. Beaucoup de courts-métrages sur la série ont été diffusés depuis sa création. En fait, le terme court-métrage n'est pas non plus totalement approprié, on parle plutôt de shorts, de très courtes vidéos avec souvent un ou très peu de personnages qui s'expriment. Ils peuvent être faits pour différentes occasions, que ce soit pour des pubs, des commandes, des apparitions ou juste pour présenter des épisodes. On a déjà parlé dans la première partie de l'iceberg des deux premiers, l'Esprit de Noël, qui date carrément d'avant la création de la série, mais par exemple les deux derniers en date sont sortis en 2019 et 2020, comme quoi ça reste plus ou moins d'actualité. Parmi tous les shorts qui existent, on peut compter plusieurs comptes à rebours de Nouvel An ou encore les introductions de Trey Parker et Matt Stone qui sont diffusées au début des épisodes des saisons 1 et 2. En bref, c'est souvent des petits moments qui ont été animés pour des occasions bien précises, donc on n'est pas trop censé voir, mais ils sont presque tous disponibles sur internet, donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil par curiosité. Il y a certains shorts de la série qui sortent du lot, dont un qui s'appelle The Aristocrat. Diffusé en août 2005, c'est sûrement le pire truc que vous pourrez entendre de la bouche des personnages de South Park. En effet, dans ce sketch, Cartman raconte à l'arrêt de bus une blague à ses amis, et si vous ne connaissez pas le contexte de la blague, vous risquez de ne pas vraiment comprendre ce qu'il en est. En gros, la blague des aristocrates, c'est une blague que tout le monde connaît dans les sphères d'Hollywood. Ça raconte l'histoire d'une famille qui essaie de trouver un agent pour leur spectacle, et en gros, le but de la blague, c'est justement de prendre la situation initiale et de la rendre la plus crade, choquante et offensive possible. De par son concept extrêmement vulgaire, transgressif et encore une fois offensif, c'est une blague qui se fait surtout en privé parmi les célébrités, et c'est pour ça que le grand public n'en a que rarement connaissance. Et donc à l'occasion de The Aristocrats, un documentaire avec énormément de guests qui permet de comprendre à quel point cette blague est un vrai pilier de la comédie, Parker et Stone ont réalisé leur propre version. Bon, en vrai, plus qu'une blague, c'est surtout les auteurs qui s'amusent à faire dire à Eric les trucs les plus horribles possibles, mais vous pouvez facilement trouver le short sur YouTube, donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas choqué par, disons, inceste, philie, mycoprophilie, coprophagie et 11 septembre, vous pouvez sans problème aller écouter ça de vous-même, parce que si je répétais tout ici, la vidéo serait déjà plus en ligne. Dans la première partie de l'iceberg, je vais parler du jeu Let's Go Tower Defense Play, qui avait été fait exclusivement pour Xbox 360. Et bah figurez-vous que pour récompenser les plus gros joueurs, une Xbox 360 South Park exclusive a été offerte aux 10 joueurs ayant les meilleurs scores. Apparemment South Park Studio posséderait également une de ces Xbox, mais bon, pour ce qu'on en sait, il n'y aurait que 10 exemplaires de cette console dont l'existence est confirmée. En 1998, South Park s'est associé avec le fabricant de cartes Comic Images pour produire des cartes à collectionner à l'effigie de la série. Pour ce qui est des cartes, on a des personnages, des images de la saison 1 et des résumés d'épisodes. Bon, en soi elles sont pas particulièrement marquantes, mais pour la collection ça peut toujours être sympa. Alors, les peluches South Park, c'est tout un bordel. Déjà, si vous avez déjà cherché à vous en procurer sur internet, j'imagine que vous avez forcément dû tomber sur des repompages assez dégueulasses. Globalement, à ce niveau-là, deux fabricants sortent du lot, Play by Play et Sports Kids. Du côté de Play by Play, c'est des bootlegs particulièrement dégueulasses, et chez Sports Kids, bah c'est des bootlegs particulièrement dégueulasses, mais avec en plus des couleurs totalement au pif et des variations de design vraiment chelous. Sinon, à une époque, certains clamaient que des peluches à l'effigie du personnage de Damien existaient et qu'elles auraient été disponibles dans le commerce, mais il s'agissait en fait juste de rumeurs qui avaient quand même pas mal tourné. En revanche, ce qui existe bel et bien, c'est cette peluche très étrange de Stan avec le corps de Cartman, Fat Stan en quelque sorte. Lui, on est sûr qu'il existe, et c'est d'ailleurs même la peluche la plus rare que vous puissiez trouver. Enfin, en fait non, vous pouvez même pas la trouver, puisque déjà il n'y en a que deux dont l'existence est confirmée, et elles sont possédées par des collectionneurs. A noter aussi que ce n'était pas une erreur de fabrication, puisque le numéro de série des peluches est différent des autres modèles, ce qui veut donc dire que quelqu'un a volontairement voulu créer cette chose. En 1999, ou 1997, c'est pas super clair, un fabricant de préservatifs du nom de Condomania... Attendez, Condomania ? Enfin bref, ce fabricant en a sorti plusieurs à l'effigie des personnages de South Park. Pour le coup, on avait les 4 enfants principaux et chefs, et j'ai pas des masses d'autres choses à dire sur ces capotes, à part qu'elles sont méga rares, putain. Il est maintenant temps de rentrer dans l'univers merveilleux des contrefaçons et autres copies qu'a engrangé la série. Le premier dont je vais vous parler, c'est ce bootleg chinois de South Park sur lequel plusieurs photos sont trouvables, mais c'est compliqué de vraiment trouver des images des épisodes. Ça s'appelle Nanfang Gong Yuan, littéralement la traduction chinoise de South Park, et de ce que j'ai compris, c'est surtout des parodies cheloues de films connus. Honnêtement, j'aimerais bien un jour mettre la main sur des épisodes parce que ça a l'air vraiment particulier.
Mais le plagiat le plus connu, peut-être l'avez-vous déjà vu passer puisque pour le coup les épisodes sont facilement trouvables sur YouTube, c'est Block 13. Alors là on rigole plus parce que c'est carrément une série de 46 épisodes répartis en 3 saisons. Diffusée entre 2000 et 2002, la série nous vient tout droit du Koweït et bon, la ressemblance avec South Park est quand même plutôt visible. Créé par Nawaf Salem Al-Shamari, le très Parker koweïtien j'imagine, Block 13 raconte l'histoire de 4 enfants, Aboud, Hamoud, Azouz et Saloum, qui vivent des aventures abracadabrantesques, vont à l'école, regardent la télé, du South Park à l'ancienne quoi. Comme South Park, la série aborde des problèmes qui touchent au quotidien de leurs spectateurs, ici les Koweïtiens et les populations alentours, mais par contre, contrairement à South Park qui est une série à destination des adultes, Block 13 est faite pour toute la famille, et même plus particulièrement pour les enfants. Et vous savez quoi ? J'ai l'air de beaucoup me moquer, mais en vrai j'aime bien cette série. Le plus gros problème c'est qu'au niveau des designs c'est complètement pompé sur South Park, mais à part ça, Block 13 part dans une direction bien différente, beaucoup plus grand public, mais toujours en restant amusant, pertinent pour ceux à qui la série est destinée, et surtout fait avec beaucoup de passion. Je suis d'accord que c'est facile d'en rire, mais franchement croyez-moi quand je vous dis que Block 13 c'est pas si mal. Bon allez, encore un dernier petit extrait pour terminer, bon, c'est vraiment parce que je vous aime bien. باكر الامتحان شو نسوي؟ باكر صار له اسبوع يقول باكر. انت البطه افتح ايدك ابي اطقك. بس يا صالح انا ما سويت شيء ولا تقول يا البطال. صوت صالح يهون عليك نضيع ونتشرد بالشوارع، امانه خليك ويانا لا تضيع مستقبلنا. صالح أمانة خلك ويانا. Bon, maintenant que je vous ai parlé des deux séries qui se rapprochent le plus de contrefaçon de la série, même si c'est plus compliqué que ça, mais on en reparlera peut-être une autre fois, j'aimerais aussi aborder les parodies et autres références notables à South Park en dessin animé. Je vais parler des plus évidentes, mais bien sûr il y en existe plein d'autres. Déjà, une que j'aime vraiment beaucoup, Droite Park. Seule parodie française que j'ai retenue, Droite Park est un sketch des Guignols de l'info diffusé en 1999 qui se moque de l'état compliqué dans lequel était la droite française à la fin du XXe siècle. Au casting, Jacques Chirac remplace Les Claypool, le chanteur du groupe Primus qui chante le générique de la série, Nicolas Sarkozy est en Kyle, François Bayrou en Stan, Philippe Seguin en Cartman et Valéry Giscard d'Estaing en Kenny. Comme c'était l'époque où les Guignols savaient être drôles et pertinents, ils se sont parfaitement réappropriés les principaux codes de la série pour pouvoir les détourner facilement, ce qui donne un sketch très drôle, quoique peut-être un peu daté maintenant. Enfin ça va, ça aurait pu être pire, Droite Park a plus de 20 ans, mais comme les hommes politiques parodiés sont toujours connus aujourd'hui, ça reste encore assez drôle. Et juste à la limite Philippe Seguin, qui est quand même mort en 2010, donc ouais, quelqu'un qui découvrirait ce sketch aujourd'hui comprendrait difficilement la parodie derrière Cartman. Dans le 4e épisode de la 4e saison du dessin animé pour enfants Arthur, la série vient faire directement référence à South Park en changeant brusquement son style d'animation. Le pitch de l'épisode, c'est que l'émission préférée des héros organise un concours où le but est d'envoyer des idées d'histoire qui seraient adaptées à la télé, ce qui amène à ce que chacun des personnages raconte une histoire et à chaque fois le style d'animation change pour référencer différentes œuvres pop culturelles. Lors d'une séquence où l'un des personnages raconte son histoire, le style devient très proche de la première saison de South Park, avec également les voix légèrement modifiées dans les aigus, et pour ce qui est des événements, un vaisseau alien écrase l'un des enfants, des extraterrestres en sortent et abduquent Arthur, le personnage principal. C'est sous-entendu que ce serait pour le manger, mais au final ils finissent par le libérer une fois l'avoir déshabillé. C'est une référence plutôt drôle, un peu bizarre dans un show pour enfants, mais ça reste un clin d'œil que les adultes apprécieront, surtout que quand on connaît la parodie et qu'on a vu Cartman a une sonde anale, le véritable objectif des visiteurs semble tout de suite beaucoup plus clair. Much est la chaîne de télévision qui s'occupe de diffuser South Park au Canada. Pour une campagne de pub en 2013, ils ont carrément créé une contrefaçon canadienne de South Park baptisée North Park. À la fin de chaque short, on cut sur Cartman et les enfants qui sont outrés de la nullité de la série, et apparaît alors un texte indiquant qu'il n'y a qu'un seul South Park et que c'est sur Much. On peut trouver plusieurs de ces shorts sur YouTube et je vous conseille d'aller les voir parce que c'est vraiment marrant, sûrement la plus drôle des parodies, bon, avec Droite Park, évidemment. Je sais pas si vous le saviez, mais Eminem, aka Slim Shady, a créé son propre dessin animé en 2000 appelé The Slim Shady Show. Et justement, dans le tout premier épisode de la série, Slim et ses potes arrivent à South Park et... Bon, à partir de là, ça devient un gros bordel. Slim Shady tue l'officier Barbrady en arrivant, s'incruste dans une fête des enfants, leur donne du Viagra et des laxatifs, Marshall se tape Wendy Testicule Burger dans le placard, pareil pour Chef qui part s'amuser avec Liane, ensuite ils font... je sais pas trop quoi, et puis ça finit en explosion de caca pendant que les deux dans le placard terminent leur affaire.
Bon franchement c'est vraiment pas fou, c'est pas particulièrement drôle et c'est surtout juste fait pour choquer sans vraiment de raison. Être offensif pour être offensif, ça a rien de pertinent. Après j'aime vraiment beaucoup le Eminem de cette époque et c'est vrai que des fois c'était aussi un peu gratuit, mais bon, on va dire que son humour et son irrévérence marchaient beaucoup mieux en musique qu'en dessin animé. Par contre de ce que j'en ai vu, la VF est très sympa, avec Christophe Lemoine lui-même dans le rôle de Cartman et dans le rôle de Marshall aussi d'ailleurs. Mais bon, The Slim Shady Show a au moins le mérite de permettre de réentendre Slim Shady imiter Cartman, puisque oui au passage il fait référence à la série dans plusieurs de ses raps, notamment dans The Kids, qui est clairement un hommage à South Park du début à la fin. Bon allez, une dernière parodie pour la route. En 1998, l'émission satirique Mad TV fit une parodie de South Park. Graphiquement c'est le style d'animation de la série, mais les personnages reprennent ceux de Snoopy et les Peanuts. Il y a donc des références aux deux séries d'animation, c'est vite fait marrant à certains moments, mais globalement j'ai trouvé ça pas terrible, et l'ambiance est vraiment bizarre. Un peu comme pour The Slim Shady Show, les blagues se résument surtout à choquer le spectateur sans trop de raison, comme par exemple avec une scène où Snoopy viole Lucy, ou encore la fin où il fait un attentat et bute tout le monde. Bref, on est encore une fois dans une des parodies les plus trash de la série, mais c'est marrant que les univers de South Park et des Peanuts soient réunis, puisqu'il y a notamment une théorie que je n'aborderai pas ici qui dit que les deux séries se déroulent dans le même univers. Mais bon, il y a tellement peu de choses à dire sur cette théorie que je vais pas non plus m'y attarder, on va plutôt passer à autre chose. Vous vous souvenez de Fluffy, le cochon de compagnie de Cartman? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein, depuis la saison 4 pour être plus précis, et depuis il n'y a plus que Monsieur le chat, comme si Fluffy avait disparu du jour au lendemain. Mais alors où est-elle passée dans ce cas? Eh bien, la raison la plus probable c'est que Cartman a un jour eu une faim telle qu'il n'a plus pu se retenir, et qu'il aurait tout simplement décidé de la manger. Bon, en vrai c'est qu'une spéculation qui n'a en plus pas beaucoup d'arguments, mais avouez que ce serait pas si étonnant que ça. On a tendance à l'oublier parce que ça revient que très rarement, mais Kyle a plusieurs fois été montré comme ayant certains pouvoirs étranges. Déjà dans le don incroyable de Cartman, juste en s'énervant, il éteint toutes les lumières et secoue les meubles jusqu'à faire tomber leur contenu. Et encore plus fort dans La Petite Fée des Dents, il disparaît de l'existence avant d'entrer dans un état divin, déformant la réalité et faisant même apparaître de gigantesques hybrides entre écureuil et coq. Donc ne le sous-estimez pas, ses pouvoirs psychiques et ésotériques sont bien réels. Twik Twik est un jeune garçon qui, d'après ses parents, souffre d'un grave trouble déficitaire de l'attention. Il est notamment connu pour boire beaucoup de café, ce qui provoque chez lui paranoïa et spasmes musculaires nerveux. Et si je vous disais que tous ces problèmes sont directement engendrés parce que ses parents lui donnent, et par là j'entends, de la drogue. En effet, il est révélé dans South Park The Stick of Truth que ses parents mélangent son café, et plus globalement tout le café qu'ils vendent, avec de la méthamphétamine, café que Twik boit comme de l'eau. Lorsqu'ils pensent que leur fils a besoin de se calmer, ils lui donnent tout simplement plus de café. On a tendance à l'oublier, mais c'est bel et bien canon. Twik est accro à la meth, et c'est très probablement ça qui l'a rendu ainsi. Certains fans se sont demandé pourquoi les parents de Kyle s'appelaient tous les deux Broflovski avant même de se connaître. On a plusieurs indices dans la série qui peuvent nous le faire remarquer, puisque par exemple la mère de Sheila s'appelle Cleo Broflovski, et le frère de Gerald s'appelle aussi Murray Broflovski. Dans une FAQ sur le site de South Park Studio, une explication a donc été donnée, disant qu'ils sont en effet liés par le sang, mais ne l'ont découvert qu'après s'être mariés, et c'est aussi pour ça qu'ils sont partis du New Jersey pour s'installer à South Park. Les parents de Kyle seraient donc consanguins, et Kyle serait le fruit d'une relation incestueuse, mais c'est peut-être aussi tout simplement juste une blague, donc bon, à prendre avec des pincettes. A la base, dans l'épisode Kenny se meurt, c'est Kyle qui était censé mourir, et définitivement. Les raisons avancées par les créateurs étant que les personnages de Stan et Kyle étaient trop similaires à l'époque et qu'ils voulaient sincèrement choquer les fans. Leur but était d'en faire un gros événement, avec la mort de Kyle puis son remplacement dans le groupe par Butters à partir de ce point. Au final, comme on le sait tous, c'est Kenny qui a perdu la vie dans cet épisode, et il resta bel et bien mort pendant toute une saison, avant de retenir dans l'épisode la chute du traîneau rouge. Stan Marsh est un personnage très triste. Sa dépression est un thème assez récurrent dans la série. On l'a plusieurs fois vu réellement déprimé, comme lorsqu'il est brièvement devenu gothique après sa rupture avec Wendy, ou encore évidemment dans la duologie État de trou du cul cynique et Chia's Burger où le monde entier lui semble merdique. Et c'est justement dans Chia's Burger qu'il commence à utiliser l'alcool pour rendre son monde momentanément plus heureux. Mais même une fois que tout est rentré dans l'ordre, Stan continue à avoir besoin de la bouteille qu'il garde cachée dans son tiroir. Il en a besoin, c'est le seul remède qu'il ait trouvé pour guérir temporairement son cynisme, mais le fait est que tout cela a déclenché en lui une dépendance à l'alcool. D'ailleurs on pourrait même voir plus loin, peut-être que son père Randy a eu lui aussi le même problème. Qu'en grandissant, il a commencé à devenir cynique et à voir le monde comme étant merdique.
Plus qu'un bouffon bruyant, il était peut-être lui aussi malade, et c'est sa dépression qui l'aurait conduit à devenir l'alcoolique qu'on connaît aujourd'hui, se bourrer la gueule comme seule solution pour voir le monde comme avant. En plus récemment, on a pu voir la version futuriste de Stan dans les post-Covid, et force est de constater que son alcoolisme est toujours là, et Alexa déclare même que ça lui cause de gros problèmes, notamment au niveau du foie. Vous savez, les théories du type tout n'était qu'un rêve ou tout se passe dans la tête d'un personnage, c'est des grands classiques. Eh bien, je ne vous surprendrai pas en vous disant que South Park n'y fait pas exception. Alors pour la série, on a surtout deux prétendants au niveau de qui a tout imaginé, Butterscotch et Tweak Tweak. Déjà pour Butters, tout se passerait dans sa tête, mais même là, il y a deux versions. Soit il serait à Imagination Land, là où on s'en souvient, il est comme un dieu omnipotent et où donc il peut créer absolument tout ce qu'il veut, ce serait plutôt les souvenirs d'enfance qu'un Butters adulte raconterait à son psy, ce qui expliquerait tous les éléments invraisemblables des scénarios, puisque la perception d'un enfant et le temps passé peuvent modifier considérablement ses souvenirs des événements. En plus, on a maintenant vu dans les post-Covid qu'il a réellement fini en asile dans la première timeline, donc qui sait. Bon, pour ma part, je trouve que les deux alternatives sont vraiment pas top et bien trop facilement démontables, mais si on part sur Tweak, c'est déjà plus intéressant. Comme on l'a déjà vu, Tweak est particulièrement névrosé, il aurait peu à peu perdu l'esprit et sombré dans la folie avec le point de non-retour atteint lorsqu'il fut témoin de la mort de Kenny, ce qui l'aurait littéralement fait péter un plomb. Tweak aurait alors fini dans un hôpital psychiatrique, et bien qu'enfermé, le jeune garçon se réfugierait alors dans son propre monde imaginaire, dans lequel ses amis vivent d'extraordinaires aventures. On peut rajouter à cela le fait qu'étant traumatisé par la mort de Kenny, cela expliquerait pourquoi ce dernier trouve presque systématiquement la mort, un peu à la manière d'un cauchemar rémanent. Flower est le nom d'un personnage qui peut être vu en fond dans South Park le film. Apparemment dans une première version du script, elle aurait dû avoir un rôle très important, étant donné qu'elle aurait été une traître travaillant pour Mother Against Canada, infiltrée chez les enfants, et qu'en plus de ça, à la fin du film, elle aurait hacké un ordinateur qui aurait permis à Kenny d'aller au paradis plutôt qu'en enfer. Ça n'a apparemment jamais été vraiment prouvé, on sait juste que dans un ancien script il était en effet question d'un infiltré dans la résistance, mais beaucoup de gens y croient, et d'ailleurs Flower est récemment revenu sur le devant de la scène ces derniers temps dans la communauté South Park en devenant la mascotte de la South Park Historical Society, en gros des historiens South Park que je vous conseille fortement de suivre. Heidi Turner n'a pas eu beaucoup de chance concernant son père et sa mère puisque rien qu'à l'écran, ils ont déjà changé pas moins de 4 fois. Heidi et ses parents ont été vus pour la première fois dans l'arc narratif Les handicapés vont-ils en enfer et probablement, où son père meurt en se prenant une poutre provenant du toit de l'église de fortune que Cartman a construite. Dans Thanksgiving, on revoit sa mère, mais du coup avec un autre père. Elle a de nouveaux parents dans Marjorine, dans Cartoon Wars Partie 1 Rebelote, elle est montrée une fois de plus avec des parents différents et possiblement un frère cette fois, et ils ont encore une fois changé dans Du bon usage du préservatif. Enfin, il semble depuis la saison 20 que l'on puisse confirmer que ce sont ses parents de Marjorine qui sont ses parents actuels. Si bien sûr on met de côté la possibilité que ce soit des erreurs de continuité, bon en vrai c'est totalement ça mais on va jouer le jeu et faire comme si c'était pas le cas, la conclusion logique serait donc que Heidi soit une orpheline adoptée qui changerait assez régulièrement de famille d'accueil, et donc ce serait en fait son père adoptif qui est mort dans la saison 4. J'ai déjà parlé dans la première partie de l'iceberg des scènes coupées, mais l'une d'elles me semble particulièrement marquante. En effet, à la base dans l'épisode Bitonné de poissons, il devait y avoir une dernière scène après que Kanye West plonge dans l'eau avec les poissons en chantant Gay Fish, scène où il serait mort noyé, son corps sans vie flottant à la dérive avant de se faire repêcher par les secours. Au final, il n'est pas mort, vu qu'il est réapparu quelques saisons plus tard, mais quand même, ça aurait tout de suite changé l'ambiance de cette fin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de noyade, retenez votre souffle car il va encore être temps de descendre plus bas pour arriver au plus profond de cet iceberg. Bienvenue dans les abysses. The Most Offensive Song Ever, ou la chanson la plus offensante de tous les temps, est l'une des chansons des chants de Noël de Monsieur Hanky, et je parle de l'album et non pas de l'épisode. Dans la version finale, c'est Kenny qui chante les paroles compromettantes, ce qui fait qu'il est plutôt compliqué de savoir ce qui y est dit. Mais dans une version précédente de la chanson, c'est Monsieur Hanky qui les chante, une sorte de démo de Trey Parker sur laquelle Matt Stone pouvait se caler pour chanter en faisant la voix de Kenny. Là c'est bien sûr bien plus facile de comprendre ce qui est dit, au final c'est pas si offensant que ça non plus, le sketch des aristocrates dont j'ai parlé plus tôt est quand même bien plus hardcore, mais par contre je sais absolument pas comment la version de Monsieur Hanky a fini par se retrouver sur internet. Alors oui, Kenny est mort beaucoup de fois, mais c'est justement à cause de cette malédiction qu'il aimerait bien mourir définitivement. C'est particulièrement clair dans la trilogie du Coon, même s'il préférerait surtout vivre normalement sans devoir vivre la souffrance des morts à répétition dans l'ignorance générale,
Le fait est qu'une mort définitive serait pour lui une libération, et c'est d'ailleurs en partie dans ce but qu'il part combattre Cthulhu. Comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, il aurait dû mourir définitivement dans Kenny Summer, mais finalement il reviendra une saison plus tard. Là-dessus, il existe une théorie qui dirait que Kenny et Jésus sont connectés d'une certaine façon, puisque dans la chute du traîneau rouge, Jésus meurt et Kenny est quant à lui ressuscité alors qu'il était resté mort pendant toute une saison. Quand lors d'une FAQ on leur a posé la question, les créateurs ont déclaré que ce n'était pas une coïncidence. Après, vu tout ce qu'on a eu depuis, ce n'est sûrement plus trop d'actualité, mais bon, qui sait, peut-être que Jésus et Kenny sont bel et bien liés. D'ailleurs, pour terminer sur Kenny et sur sa potentielle obsession de la mort, Trey Parker a aussi dit dans une interview que parmi les 4 enfants, Kenny était celui qui aurait le plus de chances de devenir serial killer. Dans l'épisode La Photo, Cartman présente à sa classe une photographie sur laquelle on peut voir le pénis de Butters dans sa bouche. La photo n'est jamais totalement montrée, mais de sérieuses rumeurs existent selon laquelle elle existerait bel et bien. Justement, on peut trouver ce qui semble être la photo originale dans le bâton de la vérité, et sur laquelle on peut quand même plutôt bien voir. Sinon, toujours par rapport à cet épisode, le scénario de base était un peu différent. À l'origine, le fait que Butters soit envoyé dans un camp de conversion pour jeunes homosexuels devait être le piège d'une bande d'enfants gays qui étaient ravis d'être seuls au camp tous ensemble. Stephen, le père de Butters, serait alors surpris plusieurs d'entre eux en train d'essayer de, je cite, gang Butters, ce qui l'aurait poussé à essayer plusieurs autres moyens de faire en sorte que son fils ne soit pas gay. Cependant, lorsque les scénaristes ont eu l'idée d'un jeune garçon troublé par son homosexualité, ils ont décidé que c'était une bien meilleure histoire. Et je dois vous avouer que je suis vraiment d'accord, l'épisode final est réellement touchant et ça aurait pas été la même s'il avait été question de sodomie d'enfant. L'épisode Danse avec les Schtroumpfs démarre avec une scène qui est un bijou d'humour noir, l'agression de Gordon Stolsky, jeune élève présentant les annonces du matin dans les haut-parleurs de l'école, qui finit par mourir alors que toute l'école entend sa détresse sans en avoir grand chose à faire. La scène me fait personnellement beaucoup rire, tant le ton tragique vient trancher avec ce qu'on voit à l'image, mais figurez-vous qu'avant d'être faite ainsi, il y en avait une autre version. Dans celle-ci, les dialogues étaient les mêmes, sauf que pour le coup, au lieu de voir la non-réaction des enfants, on avait droit à tout ce qui se passait dans le bureau où Gordon faisait ses annonces. Le résultat est vraiment beaucoup moins drôle et très macabre, sans cut ni blague, juste une minute d'un enfant qui se fait violenter puis mettre à mort sans aucune raison, le tout de façon très graphique. Dernier Lost Media dont je parlerai dans cet iceberg, A Mother's Courage est le 9e short de la série, diffusé sur le site internet de Comedy Central en 1998 pour coïncider avec l'épisode d'Halloween de la saison 2, Poisson sanglant. Il est essentiellement constitué de Kyle Heston qui explique comment sculpter une citrouille d'Halloween, Kenny qui meurt violemment et Cartman qui vomit partout. C'est une sorte d'animation flash assez datée faite avec un obscur logiciel du nom de Media Conveyor, un concurrent de Macromedia Flash, et lorsque Flash a commencé à devenir la norme, la chaîne a supprimé le court-métrage pour le remplacer par des genres de planches de BD qui racontaient exactement la même chose. S'il a une place un peu particulière par rapport aux autres shorts, c'est que celui-ci avait complètement disparu d'internet. On pensait perdu pour toujours jusqu'à ce qu'il soit finalement retrouvé en 2015. On a déjà un peu parlé de la mort de Chef dans la première partie en disant qu'Isaac Hayes, le comédien qui faisait sa voix, avait quitté la série car en tant que scientologue, il n'avait pas apprécié les critiques émises dans l'épisode Piégé dans le placard, ce qui entraîna sa démission de la série et la mort de son personnage. Bon, ça c'est la version la plus grossière de l'histoire, la version officielle, mais maintenant on va rentrer dans le dur, on va peut-être un peu partir du côté des théories du complot, mais il est temps de vous dire la vérité. C'est l'église de Scientologie qui a tout manipulé dans cette histoire, et c'est aussi elle qui a tué Isaac Hayes, et je rigole pas. En janvier 2006, Isaac subit un accident vasculaire cérébral qui lui fait perdre la parole et certaines de ses capacités cognitives. Ça semblait un peu flou à l'époque, mais maintenant ce n'est plus à prouver. À la suite de ses problèmes cardiaques, il n'avait plus pleine possession de ses moyens, et c'est donc l'église de Scientologie qui s'est immiscée dans l'histoire et qui l'ont fait quitter la série. Piégé dans le placard était sorti 2 mois avant, donc ils en ont profité pour taper un grand coup en signe de protestation, bien sûr en disant officiellement que c'était la volonté d'Isaac dans une lettre qu'il a écrite sous la contrainte. Lorsqu'on raconte qu'il aurait quitté la série parce qu'il n'a pas apprécié que l'on critique sa religion, c'est donc faux. D'ailleurs, quand Piégé dans le placard a été diffusé, Isaac a avoué en interview qu'il a dit à Parker et Stone que l'image des scientologues qu'ils ont dépeint était très éloignée de la réalité, mais qu'il comprenait là où ils avaient voulu en venir et qu'il leur conseillait avec humour d'un jour participer à des cours de scientologie pour un peu mieux comprendre. C'est pour ça que la lettre de démission qu'il a finalement écrite semblait totalement incohérente, son fils avouant même 10 ans plus tard que jamais son père n'aurait voulu quitter la série. Je cite: Isaac Hayes did not quit South Park,
Someone quit South Park for him. Là où son fils a été furieux, et je le comprends, c'est que toute cette affaire aura fait passer son père pour un hypocrite qui accepte de participer à un show qui se moque des Afro-Américains, des Juifs ou encore des gays, mais qui ne tolère pas lorsque ce serait sur la scientologie. 2 ans plus tard, Isaac Hayes est retrouvé mort chez lui à côté de son tapis de course après avoir subi une nouvelle attaque cardiaque. Quand je dis que c'est la scientologie qui l'a tué, je ne suis absolument pas en train de nier l'attaque cardiaque. Non, ce que je veux dire, c'est que les scientologues ne croient pas en la médecine moderne, ce qui veut donc dire qu'ils ne l'ont pas autorisé à prendre un traitement adéquat qui aurait pu l'aider dans sa maladie. Non, au lieu de ça, ils croient plutôt à quelque chose qu'ils appellent le programme de purification. C'est en gros un programme censé détoxifier le corps qui implique de longues sessions sportives intenses et une exposition à la chaleur jusqu'à 5 heures par jour, avec tout cela pouvant durer plus de 4 semaines. Ceci pouvant donc expliquer pourquoi son corps a été retrouvé à côté de son tapis de course. Évidemment, je ne suis absolument pas médecin, mais je pense que de longues périodes d'exercice intense ainsi que des expositions de plusieurs heures tous les jours dans un sauna ne sont pas forcément les pratiques les plus adaptées pour quelqu'un qui essaie de récupérer d'une attaque cardiaque. Et voilà, mauvais traitement et interdiction de faire appel à la médecine sont donc les 2 principales raisons qui font que pas mal de gens pensent que c'est l'église de Scientologie qui est à blâmer pour sa mort. Ce qui fait donc que la Scientologie serait à l'origine à la fois de la mort du personnage ainsi que de celle de celui qui lui prêtait sa voix. Mary Kay Bergman était une comédienne américaine qui s'est donné la mort le 11 novembre 1999 à seulement 38 ans. Elle est principalement connue pour avoir été la voix de Daphne dans Scooby-Doo ou encore d'énormément de personnages dans les premières saisons de South Park ainsi que dans le film. Pour citer les principaux, elle a notamment fait Wendy, Liane, Sheila, Sharon, Shelley, Madame le Maire ou encore Crabtree. Autant dire quasiment tous les personnages féminins. D'ailleurs, la fin des chants de Noël de Monsieur Hanky fait office de dernier hommage dans la série. C'est donc à elle qu'on doit par exemple la célébrissime chanson Blame Canada, et ses rôles ont d'ailleurs ensuite été récupérés par plusieurs comédiennes différentes, puisqu'elle était la seule à réussir à jouer tous ces personnages. Elle souffrait de graves troubles bipolaires et d'anxiété généralisée, ce qui la poussa à mettre fin à ses jours dans son appartement, son mari ainsi qu'un ami retrouvant son corps avec une lettre juste à côté. Bien tragique histoire que celle de Mary Kay Bergman, une grande femme sans laquelle la série ne serait assurément pas la même et dont la disparition aura définitivement marqué South Park. Et on termine cet iceberg avec une autre histoire de suicide, mais où cette fois la série aurait apparemment un impact beaucoup plus direct. En effet, en mai 1998, un jeune garçon de 12 ans s'est donné la mort en laissant derrière lui une lettre destinée à ses parents, indiquant qu'il comprendrait en regardant South Park ce qui l'a poussé à en arriver là. La lettre mentionnait le personnage de Kenny, et donc certaines personnes ont spéculé sur le fait que le garçon aurait pu s'identifier à lui, au niveau du fait que personne ne le comprenait, de la même manière que le jeune McCormick. On n'en sait pas beaucoup plus sur cette histoire, puisque la police de l'État du Maryland n'a pas voulu dévoiler le contenu de la lettre, les seules informations qu'ils ont souhaité partager étant que ce garçon, Daron Lawrence Green, a été retrouvé avec un sac en plastique sur la tête, serré au niveau de la gorge par du ruban adhésif et un lacet. Avant de passer à l'acte, il ne montrait apparemment aucun signe de dépression et avait de très bonnes relations avec ses parents, ce qui a donc poussé certaines personnes à conclure que tout serait dû à la violence dépeinte dans la série. Comedy Central a eu beau exprimer ses condoléances à la famille lors d'un communiqué officiel, l'affaire a surtout lancé une vague de boycott, de critiques d'activistes anti-télé, ainsi que l'interdiction pour les enfants de porter des vêtements à l'effigie de la série dans certaines écoles, de manière assez similaire à ce que l'on pourra voir plus tard dans South Park le film. Et voilà, c'est avec ces affaires très dures que se termine cet iceberg. Déjà, j'espère que vous avez appris des choses, même moi c'est mon cas, alors que depuis plus de 10 ans je suis à l'affût de la moindre information sur la série. Donc en termes de découverte, d'infos cachées, j'estime qu'on n'est pas trop mal. Par contre, un iceberg a aussi la particularité de pouvoir montrer des choses beaucoup plus graves et glauques, et à ce niveau-là, je trouve que la série a pas tant d'histoires affreuses derrière elle. Bon, bien sûr, des fois c'était chaud, les 3 derniers points que j'ai abordés me mettent particulièrement mal, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est une série avec très peu d'éléments sombres comparé à d'autres. En plus, South Park a cette particulier que de par sa réputation de série trash et vulgaire, tout paraît comme une blague, parce que c'est South Park. Garrison pédophile? Ouais, mais c'était juste pour un épisode, et puis c'est Garrison quoi. Kyle aurait pu mourir? Bon, des morts on en voit tout le temps, et au pire, si les scénaristes avaient voulu le faire revenir, ils auraient bien trouvé une excuse comme avec Kenny. Enfin vous voyez quoi, la série est déjà tellement considérée comme étant violente, et comme on sait que tout est possible, c'est vraiment pas la même chose que pour un dessin animé pour enfants, où oui, là clairement, parler de sujets sombres fait déjà bien plus d'effet.
Si je vous dis que le père de Peppa Pig est canoniquement pédophile, que l'une des super nanas aurait dû mourir ou que Garfield est un putain de démon Lovecraftien, et bah là ça paraît déjà plus chaud. J'ai quand même essayé dans ces vidéos de construire une ambiance et de pas tout prendre à la rigolade, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé l'exercice. Essayer d'avoir l'air grave et dramatique, c'est un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude, mais ça m'a vraiment fait rire d'essayer, surtout quand c'était pour des théories nulles. Genre Cartman a mangé Fluffy. Je l'ai dit d'un ton sérieux comme si c'était horrible alors que bon, c'est vraiment juste une idée à la con. Puis oui d'ailleurs on peut aussi parler du fait que la série n'a que très peu de vraiment bonnes théories. South Park s'ancre dans une réalité tellement élastique que beaucoup d'éléments sont juste explicables par des gags ou des incohérences scénaristiques. Que ce soit les pouvoirs psychiques de Kyle, juste un moyen marrant de terminer un épisode, ou ses parents qui ont le même nom de famille, juste une erreur des scénaristes. Mais bon en bref malgré tout ça j'espère que ce voyage dans les profondeurs de ce que la série a à nous proposer vous aura plu. Laissez-moi vos meilleurs commentaires, c'est ça qui me donne de la force, et merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!